Monolithe de béton, le couvent Sainte-Marie de la Tourette, achevé en 1960, a été conçu pour accueillir un centre de formation dominicain. Classé monument historique, l'édifice est une des dernières réalisations de Le Corbusier et considéré comme un chef-d'œuvre brutaliste. Fidèle à sa vision de l'architecture, Le Corbusier a d'abord pensé le bâtiment dans son paysage. Le Corbusier, quand il pense et construit le couvent, il pense à son inscription dans le site. Et il dessine d'abord le paysage et ensuite il place le bâtiment. Et vous voyez, on est sur un terrain qui est en pente. Il respecte la pente de la topographie, il respecte le terrain et il vient déposer le couvent dans le paysage. Le Corbusier a parfaitement répondu à la demande des frères dominicains qui souhaitaient un couvent éloigné de l'architecture religieuse. L'église, immense bloc de béton, se détache du reste de l'édifice et tout autour, les lieux de vie sont disposés en U. Dans cet univers épuré à l'extrême, peu de signes religieux, seule la porte dessine en s'ouvrant une croix. Béton nu sans ornement, lumière naturelle et touche de couleur, l'écrin brut est au service de la liturgie. Lieu de prière et de rencontre, les 9 frères qui vivent au couvent accueillent chaque année près de 20 000 visiteurs, un nombre maîtrisé pour conserver la plénitude des lieux. À l'occasion des 10 ans de l'inscription de l'œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces spécialistes venus du monde entier ont visité le couvent de la Tourette. Voici leur avis. J'ai été surpris, à dire vrai, parce que je suis japonais et je suis bouddhiste, il faut le dire. Et j'ai l'habitude des constructions en bois pour les édifices religieux. Et lorsque on commence à y penser, donc finalement les habitations, donc en France, en Europe, les habitats sont en pierre, alors qu'au Japon, ce sont des constructions en bois. Et donc, à ce titre-là, j'ai été un peu surpris. Bon, c'est vrai, il faut avoir des connaissances préalables, donc je m'y attendais, on va dire. Bonsoir, Mona Cornuche. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'association des sites de Le Corbusier. 17 sont classés, la plupart en Europe, mais aussi à Tokyo, en Inde et en Argentine. Alors, c'était important, cette inscription ? C'est important, oui, cette inscription, parce que c'est avant tout un héritage. Patrimoine mondial, en anglais, c'est World Heritage. Donc, c'est un héritage que l'on a eu et que l'on va céder aussi à ceux qui vont nous suivre. Ouais. Et alors, du coup, depuis que c'est inscrit, est-ce que ça vous oblige ? Est-ce qu'en termes de conservation, en termes de, je ne sais pas, vous avez des obligations ? Bien sûr, en termes de conservation, puisque nous avons à valoriser le patrimoine qu'on nous a laissé, et d'autant plus sur 17 sites de Le Corbusier qui ont des thématiques communes, mais aussi des façons de faire communes. Donc, en même temps, notre réseau permet d'échanger sur les méthodes à suivre pour avoir une bonne conservation de ces bâtiments. Alors, par exemple, vous devez suivre des choses très obligatoires, des choses qui sont interdites ? Bien sûr, parce qu'avant tout, ce sont des monuments historiques. Donc aussi, on a la direction des affaires culturelles qui regarde tout ça de près. Et puis, on va imaginer aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quels travaux à proximité d'un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Alors, 10 ans d'inscription, est-ce que les retombées sont palpables en termes de fréquentation, par exemple ? Alors, en termes de fréquentation, oui, parce que c'est une porte ouverte beaucoup plus large sur l'extérieur, à l'étranger notamment, mais c'est aussi peut-être moins quantifiable, mais une fierté importante des gens qui vivent dans des sites Le Corbusier ou à proximité. Petites villes comme Éveux, comme, par exemple, de un peu plus de 1000 habitants, au Ronchamp un peu moins de 3000, c'est vraiment avoir sur son territoire un site UNESCO, c'est vraiment une fierté et on est heureux finalement que ce soit bien passé il y a 10 ans. Bien. Alors notre région abrite un autre site à Firminy, dans la Loire, une sorte de ville idéale imaginée par Le Corbusier. Regardez. Une toiture courbe, une façade inclinée sans le moindre mur porteur. Voilà la performance architecturale qu'offre Le Corbusier à Firminy au début des années 60. Cette maison de la culture attire encore aujourd'hui 20 000 visiteurs chaque année. Bah voilà, pourquoi Firminy ? On a répondu, mais on était là, Le Corbusier à Firminy. En fait, il est appelé à Firminy par le maire de Firminy qui s'appelle Eugène Claudius Petit. C'est un ancien ministre de la reconstruction et de l'urbanisme du gouvernement français, donc ça ne s'invente pas.
Le projet, un site comprenant une maison de la culture, un stade, une église et une unité d'habitation. C'est étrange que ce soit une petite ville qui, en Europe, contiendra le plus grand nombre de témoignages de l'architecture de ce grand homme, de ce grand architecte français. Ça en fait le plus grand site Le Corbusier en Europe et le deuxième au monde. Unique ouvrage achevé de son vivant à Firminy, la Maison de la Culture est le seul des 4 bâtiments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais tout le site en bénéficie, un visiteur sur 5 vient de l'étranger. L'UNESCO, ça reste un critère, notamment je crois pour du public asiatique, et il y a un effet rebond, c'est-à-dire que la Maison de la Culture sur cette liste UNESCO, ça fait parler du stade, ça fait parler de la Maison de la Culture, ça fait partie de l'église. Un patrimoine qui se visite, mais aussi un patrimoine qui se vit. 900 personnes vivent toujours dans l'unité d'habitation de Firminy. Fabrice s'y est installé il y a 20 ans et essaye de faire perdurer l'esprit du bâtiment. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette ouverture d'esprit, cette façon de vivre cet habitat qui est quand même plutôt très agréable. Je parlais de lien social, pour moi c'est aussi un point important, je pense, de pouvoir se rencontrer. Et c'est une grande communauté que j'essaye à mon échelle de faire vivre. Et puis c'est surtout l'avantage d'un monument historique qui est vivable. Là on est dans quelque chose de très fonctionnel et ça c'est aussi important. Un héritage inestimable pour la capitale de l'Ondaine, qui voit chaque année sur son territoire plus de visiteurs que d'habitants. Exactement. Alors bonsoir frère Charles, vous êtes un dominicain, vous vivez ici. Exactement. Voilà, dans le couvent. Oui. Et vous êtes en même temps architecte du patrimoine. Les puristes disent de Le Corbusier que ce n'était pas le meilleur architecte du XXe siècle, mais c'est sans doute le plus complexe. Êtes-vous d'accord ? Alors c'est surtout un excellent théoricien, quelqu'un qui a théorisé ce qu'est l'architecture moderne. Il n'est pas le seul, évidemment, mais il écrit beaucoup, Le Corbusier. Il produit 70 à 80 œuvres architecturales majeures. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, hein. Oui, un peu moins que Frank Lloyd Wright, qui en produit 400. Mais Le Corbusier, quand même nettement plus que la plupart des architectes de cette époque. Et il va théoriser ce qu'est l'architecture moderne. Il va dire l'architecture, c'est fait pour émouvoir. L'architecture, c'est aussi une machine à habiter, donc une vision fonctionnaliste, mais aussi une grande poésie. D'accord, alors quel est son apport? C'est quoi finalement? C'est la modernité, c'est ça? C'est de penser l'urbanisme? Oui, eh bien son apport, c'est effectivement de penser un nouveau style architectural. Il y avait eu le gothique, il y avait eu le baroque, et puis tout d'un coup apparaît la modernité, et il rapatrie dans le domaine de l'architecture ce que les ingénieurs ont développé au XIXe siècle. Et il donne à cela une force qui va aussi se développer dans l'urbanisme, c'est vrai, avec parfois des plans un peu osés. Alors vous parlez de osé, ici on est dans un couvent, mais qui ne ressemble à aucun autre, avec des lignes très pures, très peu de signes religieux. Ça vous fait quoi de vivre dans un endroit aussi épuré? Oui, alors peut-être qu'il y a quelque chose du très peu suffit à l'essentiel. Et ça, pour nous, ça rejoint en fait ce qu'est notre vie religieuse, hein, une vie aussi d'un certain dépouillement, d'une simplicité qui nous permet de rencontrer Dieu, mais aussi cette nature qui nous est donnée très largement. Donc on contemple le Créateur à la Tourette également. Et puis, c'est vrai, peu de signes religieux, mais finalement, c'est la lumière, ombre et lumière, qui vient rythmer les espaces. Et c'est une promenade architecturale, mais aussi une vraie contemplation. Ouais. Alors souvent, Le Corbusier, on aime ou on déteste, c'est ça? C'est un peu ça. Quand on arrive à la Tourette, c'est vrai qu'on se prend un peu cette façade de béton en pleine figure, la façade de l'église, et c'est un petit peu difficile. Il faut y vivre, s'y installer, se déplacer à l'intérieur pour comprendre qu'en fait, la nature est partout et que la lumière vient. Et si vous deviez donner un nom pour un héritier de Le Corbusier? Alors c'est vrai qu'il y a Tadao Ando qui a été le japonais, fasciné notamment par le pyramidion que nous avons et donc l'oratoire juste derrière nous. Et ça reste aujourd'hui encore un architecte qui influence énormément. Merci beaucoup frère Charles.